Alors, avant donc d'aller plus loin, j'aimerais vous montrer à travers cette image une personne qui est incarcérée et qui tient donc une cigarette qui symbolise quelque part une partie de sa liberté. Cette cigarette qui joue donc le rôle de la liberté, mais également le rôle de la gestion des émotions et de la socialisation au sein donc du centre pénitentiaire. Je vais parler donc de 3 points. D'abord une généralité, mais je vais être bref, soyez rassurés, compte tenu donc du temps. Donc du projet qui a été donc à l'origine donc du sevrage tabagique au sein de centres pénitentiaires, et enfin donc les facteurs favorisant l'usage, et en particulier le tabagisme passif qui va être au cœur de notre discussion. Vous le savez que le tabac tue dans le monde environ 4 millions chaque année, selon donc les estimations de l'OMS, avec un tabagisme passif qu'on estime à peu près à 500 000 habitants, 500 000 personnes tuées chaque année. Et en France, c'est environ 78 000 personnes qui décèdent à cause du tabac. Ce qui explique en fait l'objectif de travailler sur ce sujet. 14 millions de fumeurs en France, dont au moins 60% souhaiteraient donc arrêter, et 30% donc près de 30% de ces personnes ont déjà fait une tentative d'arrêt au moins de 7 jours. C'est le premier produit psychoactif donc qui est utilisé avant l'incarcération. On estime environ de 2 personnes sur 3 à l'entrée de centres pénitentiaires user donc du tabac. Il faut noter qu'à Mayotte, il n'y a pas moyen donc de prise en charge correcte, puisqu'il n'y a pas de remboursement donc de nouveaux produits produits de substitution nicotinique, ni patch, ni pastilles, ni gomme, et que ça coûte 2 fois plus cher que dans les autres départements. Un paradoxe, mais c'est la réalité du terrain. Enfin, le centre pénitentiaire qui a été construit récemment, on est déjà en surpopulation carcérale, puisque sur environ 315 personnes donc incarcérées lors de notre enquête, il n'y avait que 278 places. Donc, pourtant, la maison d'arrêt qui a été construite donc dans les années 94-95, on n'avait que 65 places. Malgré les efforts donc de la construction, on est rapidement déjà dépassé en 2017. On constate que parmi les personnes écrouées, à peu près 323, 8 et si vous voulez, 8 n'étaient pas donc au centre pénitentiaire, mais étaient donc soit comment on dit, attachés et restés chez eux, soit donc avec oui, bracelet. Je cherchais le mot, je ne me trouvais pas. Et donc les 315 autres personnes constitue donc le nombre de personnes qui étaient incarcérées. Donc parmi eux, 150 personnes étaient donc des condamnés et 165 personnes étaient donc des détenus. Les mineurs représentaient 15 fumeurs sur 26 personnes donc incarcérées, alors que les majeurs représentaient environ 186 personnes sur 289 personnes incarcérées, ce qui représente à peu près 104% donc des personnes usagers adultes et qui étaient recensées. Alors, en matière d'achat, au niveau de la cantine, la cigarette représente le 2/3 des achats, ce qui représente donc beaucoup plus donc d'achats que par rapport aux autres produits. C'est le premier produit donc acheté par les détenus. Le système d'achat, il s'agit en fait d'avoir un compte, mais il n'y a pas de monnaie donc au niveau de centre pénitentiaire, et ces personnes
vont devoir être débités de leur compte et pour pouvoir acheter donc de la cigarette. C'est juste pour vous rappeler de la loi. La loi E20 est appliquée donc normalement partout dans les lieux publics. Le centre pénitentiaire ne fait pas exception, mais il y a une particularité, c'est le circulaire de 2007 qui précise deux notions. D'abord le lieu public, mais également l'abstinence donc des mineurs. Donc l'âge est aussi tenu compte. Donc les personnes mineures, à savoir les 15 personnes fumeurs qui étaient incarcérées à ce moment-là, sont sevrées d'office sans outils. Alors, je vais donc vous parler brièvement donc du projet qui a été à l'origine avec des partenaires qui ont contribué soit financièrement, soit techniquement. Et vous avez donc sur le plan financier, oui, bon, je vais aller plus vite. Vous avez déjà vu les diapos. On me dit d'aller un peu plus vite. Alors, ce projet s'articulait sur 2 temps. Un premier temps donc de préparation et un deuxième temps donc d'action. Le premier temps donc de préparation qui a duré environ 2 mois consistait d'abord à recenser les personnes qui sont fumeurs à travers donc la consultation d'entrée, puis après donc de les inciter à entrer dans une démarche de changement de comportement à travers des groupes d'information et également des journées d'action au sein donc du centre pénitentiaire, accompagner tout cela avec des émissions puisque le projet ne s'articulait pas uniquement au centre pénitentiaire mais était aussi valable en dehors du centre pénitentiaire. Le projet en question, c'est donc de faire arrêter les gens de fumer pendant 1 mois, mais finalement on est allé au-delà de 1 mois puisque les outils existaient, donc on est allé au-delà de 1 mois et puis on est allé à 3 mois. Donc, par rapport aux outils utilisés pour le sevrage en question, donc il y avait des questionnements et puis des évaluations cliniques avec des tests de monoxyde de carbone pour évaluer la toxicité, mais également les tests de Fagastan pour permettre donc de savoir si la personne est dépendante ou pas avant de mettre en place donc des patchs. Voici les résultats. Donc, sur les 186 personnes donc engagées dans le processus, avant donc la prise en charge individuelle, dans le cadre donc de groupes d'incitation, 114 ont accepté d'entrer dans le processus donc pour arrêter de fumer, ce qui représente environ 64% des personnes engagées. Pardon, 68% des personnes engagées. Parmi eux, en fait, il y avait des mineurs, mais compte tenu que les mineurs ne pouvaient pas bénéficier d'une prise en charge des substituts nicotiniques, il y avait donc un autre projet de groupe de parole qui a été initié un peu avant ce projet. Donc, le profil donc de l'usager, environ l'âge moyen est estimé à 26 ans, le début d'usage à 15 ans, et puis la durée d'exposition d'usage à 11 ans. Parmi les personnes engagées, à peu près un peu plus d'1 sur 2 avaient déjà essayé d'arrêter avant ce moment précis. Et parmi eux, au moins 80% avaient d'autres usages que le tabac avant l'incarcération, et essentiellement l'alcool qui était au premier plan. En ce qui concerne les personnes donc engagées, on a essayé d'évaluer la dépendance en fonction de tests de Fagastan, étant donné que ce sont des adultes. Et parmi eux, en fait, l'objectif, c'est ceux qui ont moins de tests d'évaluation, on les considérait comme étant pas dépendants physiquement. Donc, on ne rentrait pas dans le processus donc de sevrage avec les patchs, mais au-delà, soit ils étaient sous pastilles, soit ils étaient sous patch. Et on a retrouvé 68% qui étaient donc dépendants physiquement du tabac. Après donc étude à 1 mois, 47% avaient arrêté donc de fumer.
et 42% avaient réduit leur usage et 11% avaient continué donc à fumer. Et après 3 mois, ces chiffres donc ont baissé, en passant donc pour l'arrêt à 36% à peu près, la réduction à 36% et la rechute estimée à 23%. Donc on s'est posé la question, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Et parmi les questions donc on a posé, 7 points arrivent donc au premier plan, donc l'ennui et le manque d'activité. Effectivement, au centre pénitentiaire, il y a peu d'activités, il y a peu de loisirs, donc ni les sports d'ailleurs. Deuxième point, c'est le stress et l'anxiété. Ce sont des personnes très angoissées et le tabac joue le rôle donc d'anxiolytique. L'isolement et l'absence de la convivialité et de partage, l'envie et enfin le tabagisme passif. Et on s'est concentré sur ce point puisque plus d'une personne sur 2 avait un co-détenu qui fumait donc dans la cellule. Et se pose donc la question que j'aimerais partager avec vous. Est-ce que c'est concevable en ces moments de 2017 de trouver une exposition au tabagisme passif, sachant tous les dégâts que cela peut occasionner chez des personnes qui, des fois, ne sont même pas condamnées, mais ils sont tout simplement détenus, d'être exposés donc au tabagisme passif sans que nous puissions réagir. Et ce, d'autant plus que même quand ils veulent arrêter de fumer, il n'y a aucun moyen. Voilà, c'est pour dire que dans cette action, en fait, il y avait 3 éléments où on s'appuyait pour pouvoir aider les gens à arrêter de fumer. D'une part, le moment, puisqu'on avait choisi le mois de Ramadan, sachant que le mois de Ramadan, en fait, dans notre culture, les gens ne boivent pas, ne fument pas du matin au soir, mais consomment de façon excessive le tabac, donc fument de coucher de soleil jusqu'à quand la personne va dormir. Donc une sorte de compensation par rapport à l'abstinence de la journée, avec donc les difficultés de concentration donc dans la journée et l'anxiété et tout ce qui va comme étant un état de manque. Et le soir, c'est le contraire, une intoxication. Donc nous avons pensé que les accompagner pendant cette période où la volonté est à un taux optimal, où toute la communauté, en tout cas en grande partie, est sensibilisée par rapport à une démarche de changement de comportement, pouvait être peut-être le moment opportun. Ajouter à cela donc une éducation physique, donc il y avait un tournoi au même moment pour pouvoir relaxer les personnes afin d'agir au niveau du système de récompense et les aider donc à s'abstenir de fumer. Donc les outils qui ont été utilisés entre autres aussi c'était les patchs et vous avez dans ce tableau en fait la façon que les choses ont été faites. Et je vous remercie.